Ma femme a dit, chérie, je pars en voyage entre filles. Profite de ce temps pour réfléchir à tes erreurs. Je l'ai remerciée et j'ai dit, bon voyage, ma chérie. J'ai bien réfléchi à mes erreurs. Et j'ai conclu que ma plus grande erreur était de tolérer quelqu'un qui voyage pour fuir nos problèmes au lieu de les résoudre. Quand elle est revenue en s'attendant à une liste d'excuses, elle a trouvé une solution. Ma femme m'a dit que je devais réfléchir à mes erreurs pendant qu'elle partait en voyage entre filles. Il s'est avéré qu'elle avait absolument raison. Je n'ai simplement pas réfléchi aux erreurs auxquelles elle s'attendait. Laissez-moi vous dépeindre ce qu'était devenu ma vie. Chaque matin commençait de la même manière. Je me réveillais à 6 heures, je préparais le café et je me préparais mentalement à affronter n'importe quelle crise qui, d'une manière ou d'une autre, deviendrait ma faute avant même que j'aie fini ma première tasse. Les mardis matins étaient particulièrement brutaux car c'était le moment où elle passait en revue toutes les façons dont je l'avais déçue pendant le week-end. « Tu n'as pas sorti les poubelles lundi soir », disait-elle, les bras croisés comme un procureur présentant des preuves. J'ai dû traîner moi-même ces sacs lourds jusqu'au trottoir. Peu importait que j'aie travaillé 10 heures le lundi et que je sois rentré pour la trouver en train de regarder Netflix en rafale. Peu importait que j'aie sorti les poubelles une semaine sur 2 pendant 3 ans sans faute. Un lundi oublié et soudain, j'étais le méchant de son drame personnel. Mais voilà le truc quand on vit avec quelqu'un qui n'a jamais tort. On commence à choisir ses batailles, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on réalise que notre temps sur cette planète est limité. Et le passer à se disputer avec quelqu'un qui transforme chaque conversation en une liste de vos échecs personnels devient épuisant très vite. Tu as raison, disais-je. Mon sac de travail, je m'en souviendrai la prochaine fois. Et elle souriait comme si elle avait remporté une grande victoire, ignorant complètement le fait que je ne cédais pas. Je choisissais simplement la paix plutôt qu'un conflit inutile. Ce schéma était notre réalité depuis 2 ans. Chaque désaccord revenait d'une manière ou d'une autre à mes manquements. Quand le lave-vaisselle est tombé en panne, c'est parce que je l'avais mal chargé. Quand sa voiture a eu un pneu à plat, c'est parce que je ne lui avais pas rappelé de vérifier la pression. Quand sa sœur l'a traité de personne dramatique, eh bien, c'était évidemment mon influence qui déteignait sur elle. Le pire, c'est que j'ai commencé à croire une partie de tout ça. Quand on entend les mêmes critiques jour après jour, elles commencent à résonner dans votre tête, même quand elle n'est pas là. Peut-être que j'étais le problème. Peut-être que je n'essayais vraiment pas assez. Mais la semaine dernière, quelque chose a changé. Pas dans un moment de film dramatique. Juste une prise de conscience silencieuse qui m'a frappé alors que j'étais coincé dans les embouteillages après une autre journée de travail brutal. J'appréhendais de rentrer à la maison. Pensez-y une seconde. J'appréhendais de rentrer dans ma propre maison parce que je savais que, quelle que soit son humeur, il deviendrait en quelque sorte de ma responsabilité de la ranger. Et si je ne pouvais pas la ranger, eh bien, ce serait juste un autre élément sur sa liste interminable de mes insuffisances. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché la bombe à propos du voyage entre filles. J'ai besoin d'une pause, a-t-elle annoncé jeudi soir, sans lever les yeux de son téléphone. Rachel et les filles vont à Canquin le week-end prochain. Je réserve mon billet. D'accord, ai-je dit, le pensant sincèrement. Peut-être qu'un peu de temps séparé nous ferait du bien à tous les deux, mais elle n'avait pas fini. J'ai été si stressé dernièrement, et je crois savoir pourquoi. C'est parti, pensais-je. Mais j'ai gardé un visage neutre. Qu'est-ce que c'est? C'est cette tension constante dans la maison. Ton énergie a été si négative dernièrement. Tu rentres du travail tout grognon et distant, et ça affecte ma santé mentale. J'ai failli rire. Mon énergie était négative. C'était moi qui marchais sur des œufs tous les jours, mesurant mes mots, essayant de ne pas déclencher la mine qui m'attendait. Je pense que pendant mon absence, tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu apportes à cette relation, a-t-elle poursuivi. Me regardant enfin avec cette expression qu'elle avait perfectionnée. Mi-déçu, mi-apitoyé. Peut-être qu'un peu de temps seul t'aidera à comprendre où tu t'es trompé. Et voilà. Même ces vacances concernaient d'une manière ou d'une autre mes échecs. Ça me semble une bonne idée, lui ai-je dit. Et je pensais chaque mot, mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Elle a passé les 3 jours suivants à planifier son évasion, appelant cela du soin de soi et du temps de guérison. Pendant ce temps, je la regardais emballer des vêtements de marque pour un voyage qui coûterait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, tout en me faisant la morale sur le fait d'être plus attentif à notre budget.
L'ironie ne m'a pas échappé, mais le souligner n'aurait fait que déclencher une autre leçon sur le fait que je ne soutenais pas son besoin de pause pour sa santé mentale. Le dimanche matin est arrivé et elle se tenait près de la porte avec sa valise surdimensionnée, l'air de partir sauver le monde plutôt que de s'enivrer sur une plage. « Souviens-toi de ce que j'ai dit », m'a-t-elle dit en ajustant ses lunettes de soleil. « Réfléchis vraiment à tes erreurs pendant mon absence. Je serai prête à parler à mon retour, mais j'ai besoin de voir une réelle prise de responsabilité de ta part. » Je l'ai accompagnée jusqu'à son VTC, je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit exactement ce qu'elle voulait entendre. « Bon voyage, ma chérie. Je vais certainement réfléchir à mes erreurs. » Elle a souri, satisfaite de m'avoir laissé des devoirs pour faire de moi un meilleur mari. Alors que je regardais sa voiture disparaître au bout de la rue, j'ai réalisé qu'elle avait absolument raison sur une chose. Je devais réfléchir à mes erreurs. En commençant par la plus grande que j'ai jamais faite. Le silence m'a frappé avant même que je ne sois de retour à la porte d'entrée. Pas le silence inconfortable auquel je m'étais habitué, celui qui signifiait que j'avais dit quelque chose de mal ou que je n'avais pas réussi à lire son humeur correctement. C'était différent. C'était l'absence de critique constante, la bande-son manquante de soupirs et de roulements d'yeux qui était devenue la musique de fond de ma vie. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, les clés encore à la main, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. Le soulagement. Pendant les 5 prochains jours, personne ne me dirait que je chargeais mal le lave-vaisselle. Personne n'analyserait mon ton quand je disais le bonjour. Personne ne transformerait ma mauvaise journée de travail en une preuve de ma mauvaise attitude. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle, envoyé de l'aéroport. Vol retardé d'1 heure. Déjà stressé. C'est exactement le genre de choses qui n'arriveraient pas si je n'étais pas si anxieuse à cause de tout ce qui se passe à la maison. Même ces retards de voyage étaient de ma faute. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, attendant que cette culpabilité familière s'installe. La réponse automatique où je me serais démené pour arranger les choses. Peut-être lui suggérer de prendre un café ou de trouver un bon livre dans la boutique de l'aéroport. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. En fait, ce n'est pas vrai. J'ai ressenti quelque chose, mais il m'a fallu 1 seconde pour le reconnaître car cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas éprouvé. La clarté. Je suis entré dans la cuisine et je me suis fait un sandwich. Pas le genre qu'elle approuvait. Du pain blanc au lieu du multigrain cher, de la mayonnaise ordinaire au lieu de la version bio qui, insistait-elle, était meilleure pour nous. Je l'ai mangé debout au comptoir, j'ai laissé tomber quelques miettes et je ne les ai pas nettoyées immédiatement. C'était un petit acte de rébellion, mais il m'a semblé révolutionnaire. Un autre SMS. Embarquement maintenant. N'oublie pas ce dont on a parlé. Cette semaine doit être productive pour nous deux. Productive. Comme si mon mariage était un bilan trimestriel au travail. J'ai répondu. Passe un excellent séjour. Profite du soleil. Ce que je n'ai pas écrit. Merci de me donner l'espace nécessaire pour réaliser sur quoi je dois réellement être productif. Elle était partie depuis moins de 3 heures et je voyais déjà les choses différemment. Sans ces commentaires constants sur mon comportement, je pouvais réellement penser. Et ce que je pensais n'était pas joli. Quand étais-je devenu cette personne? Quand avais-je commencé à m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute? Quand avais-je décidé que maintenir la paix était plus important que de conserver mon amour-propre? J'ai pensé au dîner désastreux du mois dernier. L'ami d'université de ma femme avait fait un commentaire passif-agressif sur notre maison, la qualifiant de « cosy », un mot de code pour « petite ». Au lieu de défendre notre maison, j'avais passé la soirée à être d'accord avec chaque critique, m'excusant presque que notre prêt immobilier soit ce que nous pouvions nous permettre. Plus tard dans la nuit, elle avait été furieuse. Non pas à cause de la grossièreté de son ami, mais contre moi pour ne pas avoir plus de succès, pour ne pas offrir le genre de style de vie qui impressionnerait ses amis. Parfois, je me demande si tu es ces mêmes, avait-elle dit, allongée dans le lit, le dos tourné vers moi. Tout le monde avance dans la vie. J'étais resté là dans le noir, fixant le plafond, me demandant ce que je pouvais faire de plus. Je travaillais 50 heures par semaine, je m'occupais de la plupart des réparations de la maison moi-même, je ne me plaignais jamais quand elle dépensait de l'argent pour des choses dont nous n'avions pas besoin. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui n'essayais pas assez. Maintenant, assis dans ma cuisine silencieuse,
j'ai réalisé à quel point cette conversation avait été insensée. Elle m'avait critiqué de ne pas gagner assez d'argent pour impressionner son ami qui avait hérité sa maison de ses parents. La logique ne tenait pas, mais sur le moment, je l'avais accepté parce que discuter aurait simplement signifié plus de conflits. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo cette fois. Elle et ses amis au bar de l'aéroport. Que des sourires et des cocktails. Premier verre de la liberté, disait la légende. La liberté. De quoi exactement? De l'homme qui travaillait d'arrache-pied pour payer la moitié de ce voyage. Du gars qui ne lui avait jamais dit une seule fois qu'elle ne pouvait aller nulle part ou faire ce qu'elle voulait. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. La liberté de ne pas avoir à affronter la réalité. La liberté de ne pas avoir à reconnaître que les relations demandent du travail de la part des deux personnes. La liberté de ne prendre aucune responsabilité pour les problèmes qu'elle était si prompte à me reprocher. Je me suis surpris à rire vraiment de l'absurdité de tout cela. J'étais là, la source supposée de tout son stress, et elle célébrait son éloignement de moi comme si elle s'était échappée de prison. Pendant ce temps, pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais respirer normalement. La maison semblait plus grande, d'une certaine manière. Pas seulement plus silencieuse, mais réellement plus grande. Comme si sa présence avait occupé un espace physique au-delà de ce qu'une personne devrait occuper. J'ai traversé chaque pièce, regardant vraiment les choses pour la première fois depuis une éternité. Tout était exactement comme elle le voulait. Les coussins sur lesquels on ne pouvait pas s'asseoir car ils perdraient leur forme. Les beaux livres sur la table basse qui n'étaient jamais ouverts car on pourrait y laisser des empreintes de doigts. Les bougies qui étaient trop chères pour être réellement brûlées. Quand ma propre maison était-elle devenue un musée où je n'étais qu'un visiteur essayant de ne rien casser? Une autre vibration. Cette fois, une photo de groupe prise depuis l'avion au décollage. Il est temps de se réinitialiser et de se ressourcer. Certaines personnes doivent trouver comment faire la même chose depuis la maison. Certaines personnes. Même pas mon nom, juste certaines personnes qui avaient apparemment besoin de remettre de l'ordre dans leur vie pendant qu'elles se ressourçaient sur une plage. J'ai posé le téléphone et je suis allé devant le miroir de la salle de bain. Le type qui me regardait semblait fatigué. Pas seulement fatigué par le travail, mais fatigué dans son âme. Quand avais-je commencé à porter mes épaules comme ça, voûté comme si je me préparais à la prochaine critique? Quand étais-je devenu quelqu'un qui marchait sur la pointe des pieds dans sa propre vie? Debout là, j'ai pris une décision qui mûrissait depuis des mois sans même que je m'en rende compte. Elle voulait que je réfléchisse à mes erreurs. Très bien, mais je n'allais pas penser à celle qu'elle avait passé 2 ans à m'enfoncer dans le crâne. J'allais penser aux vraies, celles qui comptaient vraiment. À commencer par l'erreur numéro 1, croire que l'amour signifiait accepter le manque de respect. Et l'erreur numéro 2, penser qu'une femme qui avait besoin de vacances loin de moi était quelqu'un pour qui valait la peine de se battre. Les 4 prochains jours allaient être très productifs, en effet, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Le premier jour, sans ces commentaires constants, c'était comme enlever des chaussures qui avaient été trop serrées pendant des années. Je me suis réveillé lundi matin à 7 heures au lieu de 6 heures. Pas besoin de se dépêcher de préparer le café avant qu'elle ne puisse se plaindre du bruit. Pas besoin de vérifier son humeur avant de décider s'il était prudent d'allumer les informations du matin. Je me suis assis sur le canapé. Le même canapé où je m'asseyais habituellement sur le bord, prêt à bondir si elle avait besoin de quelque chose. Cette fois, je me suis complètement étalé, les pieds en l'air, la télécommande à la main. ESPN pendant 30 minutes d'affilée. Aucune interruption sur le fait que les sports étaient stupides ou des commentaires sur des hommes adultes qui se souciaient trop des jeux. À midi, j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait en 2 ans. J'avais passé une matinée entière sans m'excuser pour quoi que ce soit. La prise de conscience m'a frappé comme une gifle froide. Quand avais-je passé 6 heures pour la dernière fois sans dire pardon pour quelque chose? Pour avoir respiré trop fort? Pour avoir laissé un verre d'eau sur le comptoir? Pour ne pas avoir été immédiatement d'accord avec l'opinion qu'elle avait tirée de son dernier podcast. Mon téléphone est resté heureusement silencieux jusqu'à environ 14 heures. Journée à la plage. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je me sens enfin moi-même à nouveau. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Se sentir enfin elle-même à nouveau après un jour loin de moi. Qu'est-ce que cela faisait de moi dans sa vie? La chose qui l'empêchait d'être elle-même. Mais voici ce qui m'a vraiment touché.
Je me sentais moi-même à nouveau, aussi. Et j'avais oublié ce que ça faisait. Mardi matin, je me suis déclaré malade au travail. Non pas parce que j'étais réellement malade, mais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir sans distraction. Pour une fois, j'allais faire passer mes propres besoins en premier. J'ai conduit jusqu'au dîner du centre-ville, celui qu'elle détestait parce qu'il n'était pas assez tendance. J'ai commandé un petit déjeuner complet, avec un supplément de bacon, et je me suis assis dans une banquette près de la fenêtre avec un journal. La serveuse n'a pas critiqué ma commande. Le gars de la table d'à côté n'a pas analysé ma posture. Personne n'a remis en question le fait que je méritais d'occuper de l'espace. Assis là, j'ai commencé à faire une liste mentale. Non pas de mes prétendus échecs, mais de faits réels sur mon mariage. Fait numéro 1, je n'avais rien choisi dans notre maison en 3 ans. Ni les meubles, ni les couleurs de peinture, ni même la marque de lessive que nous utilisions. Chaque décision était la sienne et mon travail consistait à payer et à faire semblant d'avoir été consulté. Fait numéro 2, je ne me souvenais pas de la dernière fois où elle m'avait demandé comment s'était passée ma journée et avait réellement écouté la réponse, mais je pouvais réciter chaque détail de ses drames avec ses collègues, sa famille, son professeur de yoga, qui apparemment donnait de meilleurs ajustements à tout le monde. Fait numéro 3, chaque vacances, chaque dîner au restaurant, chaque plan de week-end tournait autour de ce qu'elle voulait faire. Quand avais-je cessé d'avoir des préférences? Quand étais-je devenu juste le gars qui rendait ses choix possibles? Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas une mauvaise passe que nous traversions. C'était le mariage qu'elle voulait. Elle en tant que star du spectacle, moi en tant que second rôle qui avait intérêt à ne pas oublier ses répliques. Mercredi a apporté une autre photo de plage, cette fois avec un gars que je ne reconnaissais pas. Le bras autour de ses épaules. Tous les deux riant. Se faire de nouveaux amis. C'est si agréable d'être entouré d'énergie positive pour une fois. Énergie positive, bien sûr. Mais vous savez quoi? Je n'étais même pas jaloux. Si un touriste au hasard voulait gérer son besoin constant de validation et d'attention, il était le bienvenu. J'étais trop occupé à me souvenir de ce que c'était que de passer 48 heures sans que quelqu'un me dise que je faisais tout de travers. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose qui aurait déclenché une dispute de 3 heures si elle avait été à la maison. J'ai commandé une pizza et je l'ai mangée directement dans la boîte en regardant un film d'action avec le volume réellement monté. Aucun commentaire sur la stupidité de l'intrigue. Aucun soupir passif-agressif sur le désordre. Aucune leçon sur le fait que nous devrions avoir des conversations significatives au lieu de fixer des écrans. Juste moi, appréciant quelque chose que j'aimais, dans ma propre maison. C'était révolutionnaire. Le jeudi, la vérité était impossible à ignorer. Chaque jour sans ces critiques, je me sentais davantage comme la personne que j'étais autrefois. Plus confiant, plus détendu, plus disposé à prendre de la place dans ma propre vie. Elle était partie depuis 4 jours et elle ne m'avait pas manqué une seule fois. Ni sa personnalité, ni sa compagnie, ni même sa présence physique. Ce qui m'avait manqué, c'était l'idée d'elle. La femme que je pensais épouser avant qu'elle ne décide que le mariage signifiait avoir un public vivant pour ses plaintes surtout. Jeudi soir, je me suis assis avec une bière ordinaire, pas la bière artisanale qu'elle insistait être plus sophistiquée, et j'ai vraiment réfléchi à sa mission. Elle voulait que je réfléchisse à mes erreurs. Très bien. Erreur numéro 1, épouser quelqu'un qui voyait l'amour comme une évaluation de performance constante. Erreur numéro 2, accepter que mes sentiments n'avaient pas autant d'importance que son confort. Erreur numéro 3, croire qu'être un bon mari signifiait disparaître dans tout ce qu'elle avait besoin que je sois. Mais la plus grande erreur, rester silencieux pendant 2 ans alors qu'elle me convainquait lentement que j'étais le problème dans une relation où le bonheur d'une seule personne comptait. En finissant cette bière, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des mois. Je ne voulais pas réparer ce mariage. Je voulais en sortir. Non pas parce que j'étais en colère. La colère s'estomperait. Non pas parce que je voulais me venger. Cela me rendrait juste comme elle. Je voulais sortir parce que je méritais mieux que de passer ma vie à m'excuser d'exister. Elle m'avait demandé de penser à des solutions pendant son absence. Et j'en avais trouvé une. Ce n'était juste pas la solution à laquelle elle s'attendait. Vendredi matin, j'ai passé un appel téléphonique qui allait tout changer. Cabinet d'avocat Morrison. Comment puis-je vous aider?
Je dois parler à quelqu'un pour une demande de divorce. Vendredi après-midi, j'étais assis en face d'une avocate spécialisée en divorce nommée Thompson, une femme pragmatique d'une cinquantaine d'années qui avait probablement vu toutes les excuses et toutes les histoires à faire pleurer dans les chaumières. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés » a-t-elle demandé, le stylo en suspens au-dessus d'un bloc-notes. 3 ans le mois prochain. Des enfants? Non. Des biens communs? Je les ai énumérés comme un inventaire, la maison que nous avons achetée ensemble, 2 voitures, des comptes courants et d'épargne, ces prêts étudiants qui sont devenus en quelque sorte notre dette après le mariage. Des antécédents documentés de violence, d'infidélité ou d'abandon? Non, ai-je dit, puis j'ai marqué une pause. Sauf si vous comptez la manipulation émotionnelle, mais je doute que cela apparaisse sur les documents juridiques. Elle a levé les yeux de ses notes. Non, mais cela se voit dans la manière dont vous gérez la procédure de divorce. Vous semblez y avoir bien réfléchi. Oui. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'y réfléchissais depuis plus longtemps que je ne l'avais admis à moi-même. Chaque nuit, je restais éveillé en me demandant si c'était juste comme ça que le mariage était censé être. Chaque matin, je me convainquais que les relations exigeaient des sacrifices, que son bonheur valait mon silence. Une chance de réconciliation? J'ai pensé aux photos de la plage, à la célébration d'être loin de moi, aux 2 ans où l'on m'a dit que j'étais la source de tous les problèmes. Aucune. Elle m'a tendu une liasse de papier. Lisez-les ce soir. Si vous êtes sérieux au sujet de la demande, ramenez-les lundi avec la provision sur honoraires. Le divorce sans faute est possible dans cet état. Donc, à moins qu'elle ne le conteste, nous pouvons vous libérer en 90 jours. 90 jours. 3 mois pour défaire 3 ans à me perdre progressivement. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec sa mise à jour quotidienne. Soirée entre filles. On danse jusqu'à l'aube. Je me souviens enfin de ce que c'est que de s'amuser quand on ne marche pas sur des œufs à cause de la négativité de quelqu'un. Marcher sur des œufs à cause de ma négativité. L'ironie était à couper au couteau. J'avais passé 2 ans à marcher sur des œufs à cause de ses humeurs, de ses critiques, de son besoin constant d'avoir raison sur tout. Mais d'une manière ou d'une autre, dans sa version de la réalité, c'était moi le difficile. J'ai répondu, heureux que tu t'amuses. Profite de ta dernière nuit. Elle a probablement pensé que je parlais de sa dernière nuit à Canquin. Je parlais de toute autre chose. Samedi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis notre lune de miel. J'ai fait une liste de choses que je voulais vraiment. Une maison calme où je pourrais regarder ce que je veux à la télévision. De la bière dans le frigo sans sermon sur le soutien aux brasseries locales. Des amis qui ne se feraient pas analyser et critiquer après chaque sortie. La capacité de rentrer du travail sans scanner immédiatement la pièce à la recherche de signes de ce que j'avais fait de mal. Ce n'était pas une longue liste, mais chaque élément était impossible avec elle dans ma vie. À midi, j'avais commencé les préparatifs pratiques. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque, auquel elle n'avait jamais eu accès. J'ai transféré la moitié de nos économies, ma moitié, gagnée grâce à un travail qu'elle n'avait jamais reconnu ni apprécié. J'ai appelé un ami de l'université qui avait traversé son propre divorce 2 ans plus tôt. « Tu es sûr de toi ?» a-t-il demandé après que je lui ai expliqué la situation. Jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Elle est partie en vacances pour s'éloigner de moi. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de vacances permanentes loin d'elle. Il a ri, mais pas méchamment. Mec, je me souviens de ce sentiment, comme si tu avais retenu ta respiration pendant des années et que tu te souvenais enfin comment expirer. C'était exactement ce que je ressentais. Dimanche après-midi a apporté le SMS prévisible d'anxiété avant le retour. Je rentre demain matin. J'espère que tu as eu le temps de vraiment réfléchir. Nous devons avoir une conversation sérieuse à mon retour. J'ai beaucoup réfléchi pendant ce voyage. Et j'ai quelques idées sur ce qui doit changer. Ce qui doit changer, pas ce sur quoi nous devons travailler ensemble. Ce qui doit changer, c'est-à-dire ce que je devais corriger en moi pour lui faciliter la vie. J'ai passé le dimanche soir à organiser des documents, relevés bancaires, documents hypothécaires, police d'assurance, tout ce dont elle aurait besoin pour comprendre que ce n'était pas une négociation ou une séparation de corps. C'était la fin. J'ai aussi fait quelque chose qui semblait à la fois mesquin et nécessaire.
J'ai changé le mot de passe de Netflix, non pas par dépit, mais parce que j'en avais assez que mon historique de visionnage soit interrompu par ces émissions de télé-réalité et ces documentaires sur des crimes réels qu'elle passait ensuite des heures à analyser à voix haute. Lundi matin, j'étais de retour au bureau de l'avocat avec les papiers signés et un chèque de banque pour la provision. Vous semblez plus calme que la plupart des gens qui entament une procédure de divorce, a observé Thompson. C'est parce que je n'entame rien. Je termine quelque chose qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Elle m'a remis des copies de tout. Les papiers lui seront signifiés dans les 48 heures suivant le dépôt. Êtes-vous préparé à sa réaction? J'ai pensé à 2 ans de réaction à des désaccords mineurs, à des corvées oubliées, à mon existence occupant de l'espace dans sa vie parfaitement organisée. Je me prépare à sa réaction depuis 3 ans. La différence, c'est que cette fois, je me fiche qu'elle soit heureuse de ma décision. Thompson a souri, la première expression authentique que j'avais vue de sa part. C'est généralement à ce moment-là qu'on sait qu'on fait le bon choix. En sortant de ce bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que le plus dur était passé. Je savais que ça arriverait quand elle rentrerait à la maison, mais parce que j'avais enfin cessé de prétendre que réparer ce mariage était ma responsabilité. Certaines choses ne peuvent pas être réparées parce qu'elles n'ont jamais été cassées au départ. Elles ont juste été mal construites depuis le début. Cet après-midi-là, j'ai reçu le SMS que j'attendais. Atterri. Hâte de te voir. J'ai tellement de choses à te dire sur mes prises de conscience de cette semaine. Je pense que ce voyage était exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Ce dont nous avions tous les deux besoin. Jusqu'à la fin. Tout devait l'inclure. J'ai répondu. Je serai là. Nous devons vraiment parler. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Demain apporterait la conversation qu'elle avait planifiée pendant 5 jours. Ce ne serait juste pas la conversation à laquelle elle s'attendait. Elle a franchi la porte d'entrée mardi soir comme si elle revenait d'une mission humanitaire plutôt que de vacances à la plage. Je suis de retour, a-t-elle annoncé, laissant tomber ses bagages de marque au milieu du couloir. Pas à côté de la porte, pas dans la chambre, juste là où je devrais la contourner. Même son retour à la maison était conçu pour me déranger. Bon retour, ai-je dit depuis la table de la cuisine où j'attendais avec un dossier de papier. Elle n'a pas remarqué le dossier. Elle était trop occupée à scanner la maison à la recherche de preuves des catastrophes que j'avais supposément créées en son absence. Tout est exactement pareil, a-t-elle dit, semblant presque déçue, comme si elle avait espéré trouver quelque chose à critiquer. Tu t'attendais à ce que ce soit différent? Je ne sais pas. Je pensais que tu aurais peut-être profité de ce temps pour, tu sais, réorganiser quelque chose, montrer un peu d'initiative. Et voilà. 5 minutes de retour et déjà à trouver des défauts. Elle est entrée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a froncé les sourcils. Tu as acheté de la bière ordinaire au lieu des bières artisanales que nous prenons d'habitude. J'ai acheté ce que je voulais boire. Quelque chose dans mon ton l'a fait me regarder directement pour la première fois depuis son arrivée. D'accord, a-t-elle dit lentement. On en parlera plus tard. D'abord, je veux te parler de mon voyage. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me sens tellement plus clair sur tout maintenant. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler les photos. Des photos de plage, des repas au restaurant, des photos de groupe avec ses amis, ce gars du bar avec son bras autour d'elle. Voici Derek, a-t-elle dit en me montrant la photo. C'est un directeur marketing de Chicago. Un gars tellement intéressant. Nous avons eu les conversations les plus incroyables sur la vie et les relations. J'en suis sûr. Elle n'a absolument pas perçu le tranchant dans ma voix. Il m'a vraiment aidé à mettre les choses en perspective. Tu sais, parfois, on a besoin d'un point de vue extérieur pour voir sa situation clairement. Absolument. Bon. Alors, de toute façon, j'ai beaucoup pensé à nous, à ce qui n'allait pas, et je pense savoir comment arranger les choses. Elle a posé son téléphone et m'a regardé avec cette expression que je connaissais bien. Celle qu'elle arborait quand elle s'apprêtait à délivrer ce qu'elle considérait comme une profonde sagesse. Le problème, c'est que nous sommes coincés dans des schémas négatifs. Tu rentres stressé du travail et ce stress affecte toute la maison. J'absorbe cette énergie et ensuite je réagis, et ensuite tu réagis à ma réaction. J'ai hoché la tête. Continue.
Alors Derek m'a aidé à réaliser que si nous voulons que ça marche, tu dois trouver de meilleurs moyens de gérer ton stress. Peut-être une thérapie ou de la méditation, ou simplement laisser le travail au lieu de l'amener dans notre espace. Notre espace? Pas ma maison pour laquelle j'ai payé la moitié du prêt. Notre espace que j'étais apparemment en train de contaminer par ma présence. Qu'est-ce que Derek a suggéré d'autre? Eh bien, ce n'est pas le seul à qui j'ai parlé. Rachel pense que tu pourrais avoir des problèmes de contrôle, comme la façon dont tu deviens parfois silencieux quand je fais des plans ou que j'exprime mes besoins. Elle pense que c'est une forme de rétention émotionnelle. Rétention émotionnelle. Bien sûr. Et honnêtement, en repensant à la semaine, j'ai réalisé à quel point je me sentais plus légère sans ce courant sous-jacent constant de tension. Cela m'a fait réaliser que je marchais sur des œufs à cause de tes humeurs depuis des mois. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as marché sur des œufs à cause de mes humeurs. Oui, enfin tu comprends. J'ai besoin que tu comprennes que ton état émotionnel m'affecte profondément. Quand tu es négatif ou distant, cela me rend anxieuse. Et quand je suis anxieuse, je ne peux pas être la meilleure version de moi-même dans cette relation. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Mais voici la bonne nouvelle. Je pense que si tu peux travailler sur la gestion de ton stress et être plus présent et positif, nous pourrons redevenir heureux. Et sur quoi dois-tu travailler, toi? La question semblait la déconcerter sincèrement. Comment ça? Je veux dire, qu'as-tu réalisé sur toi-même pendant toute cette réflexion? Qu'est-ce que tu vas changer? Elle a cligné des yeux plusieurs fois. Eh bien, je pense que je dois être plus patiente avec ton processus de croissance. Le changement est difficile et je ne peux pas m'attendre à ce que tu deviennes une personne complètement différente du jour au lendemain. Comme c'est généreux de ta part. Je suis sérieuse. Je veux que ça marche. Je t'aime, mais je m'aime aussi. Et je refuse de retourner à un état d'anxiété et de malheur dans ma propre maison. J'ai retiré ma main de la sienne et l'ai posée sur le dossier. Tu as absolument raison, ai-je dit. Tu ne devrais pas avoir à te sentir anxieuse et malheureuse dans ta propre maison. Et je ne devrais pas avoir à sentir que j'échoue constamment à un test dont je ne savais même pas que je le passais. Bien. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde. Complètement. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser les papiers sur la table. C'est pourquoi j'ai trouvé une solution pendant ton absence. Elle a baissé les yeux sur les documents et j'ai vu son visage changer en lisant l'entête. Requête en dissolution de mariage. Qu'est-ce que c'est? Sa voix est montée d'une octave. C'est la solution que tu m'as demandé de trouver. Tu avais raison. Je devais réfléchir à mes erreurs. Ma plus grande erreur a été de penser que ce mariage valait la peine d'être sauvé. Elle a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu plaisantes. Ai-je l'air de plaisanter? Tu ne peux pas être sérieux. Tu demandes le divorce parce que je suis parti en voyage avec mes amis? Je demande le divorce parce que tu es parti en voyage pour me fuir, puis tu es rentré pour me dire tout ce que je dois changer pour te rendre heureuse, sans considérer une seule seconde ce qui pourrait me rendre heureux, moi. Mais on peut travailler là-dessus. On peut aller en thérapie. Pour que tu aies un arbitre pendant que tu expliques à un thérapeute que tous nos problèmes sont de ma faute? Non merci. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. C'est insensé. Tu jettes 3 ans de mariage à cause d'une seule conversation. Je mets fin à 3 ans où je me suis excusé d'exister pendant que tu critiquais tout ce que je faisais, disais ou pensais. Ce n'était pas ça. Vraiment? Nomme une chose pour laquelle tu t'es excusé au cours de la dernière année. Une chose pour laquelle tu as admis que tu avais tort. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas juste. Tu me prends au dépourvu. Je te pose une question simple. Quand as-tu pris la responsabilité d'un problème dans ce mariage pour la dernière fois? Je prends mes responsabilités. Je viens de te dire que je dois être plus patiente avec ta croissance. J'ai failli rire. Ta prise de responsabilité, c'est toi qui es patiente pendant que je deviens celui que tu veux que je sois. Le mariage, c'est une question de compromis. Non, le mariage, c'est une question de partenariat. Ce que nous avions, c'était moi qui faisais des compromis pendant que tu te plaignais. Elle a attrapé les papiers et les a secoués vers moi. Tu ne peux pas décider ça unilatéralement.
Regarde-moi faire. Pour la première fois en 3 ans, elle était complètement sans voix. Je me suis levé et j'ai marché vers les escaliers. Tu peux rester ici ce soir si tu as besoin de faire quelques bagages, mais demain, je te suggère de trouver un autre endroit pour te ressourcer du stress d'être marié à moi. Tu es sérieux à ce sujet? Aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Elle s'est assise sur sa chaise, fixant les papiers de divorce comme s'ils pouvaient disparaître si elle les regardait assez longtemps. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, m'arrêtant au bas des escaliers. C'est exactement comme ça que ça devait se passer. Tu n'as juste jamais considéré la possibilité que je puisse réellement résoudre le problème au lieu de devenir un meilleur problème avec lequel vivre. En montant les escaliers, je l'ai entendu appeler Derek. La conversation qu'elle avait planifiée pendant 5 jours était terminée. Et nous aussi. Elle a passé la nuit à appeler tous ceux qu'elle connaissait, essayant de trouver quelqu'un qui serait d'accord que je traversais une sorte de dépression. Je pouvais l'entendre à travers la porte de la chambre, faisant les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Il a juste craqué, n'arrêtait-elle pas de dire, sans crier gare. Je pense qu'il a planifié tout ça pendant mon absence. Elle n'avait pas tort sur ce point. Le matin, elle était passée en mode gestion de crise. Je suis descendu et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec un café et un bloc-notes, comme si elle se préparait pour une présentation commerciale. J'ai réfléchi toute la nuit, a-t-elle annoncé. Et je comprends pourquoi tu es en colère. Tu t'es senti abandonné quand je suis parti en voyage et tu as une réaction agressive. Je me suis servi un café et je me suis assis en face d'elle. Je ne suis pas en colère et je n'ai pas de réaction agressive. J'en ai fini. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Tu es dramatique au lieu de parler de tes sentiments. Mes sentiments sont que je veux divorcer. Elle a fait glisser le bloc-notes vers moi. Elle avait écrit une liste intitulée « Solutions de compromis ». Regarde, j'ai trouvé quelques alternatives. Nous pourrions essayer la thérapie de couple. Nous pourrions planifier des soirées en amoureux régulières. Nous pourrions établir de meilleures directives de communication. J'ai jeté un coup d'œil à la liste. Chaque point visait à gérer les symptômes de notre relation brisée, pas à traiter la maladie elle-même. C'est quoi le numéro 7 ? ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. Nous pourrions choisir à tour de rôle les activités du week-end pour que tu te sentes plus inclus dans les décisions. À tour de rôle ? Comme des enfants qui partagent des jouets. C'est une question d'équité. L'équité aurait été que tu me demandes ce que je voulais faire au cours des 2 dernières années au lieu de faire une liste maintenant que tu fais face aux conséquences. Elle a repris le bloc-notes. Très bien. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce qui te ferait changer d'avis. Rien. Rien ? Allons. Tout le monde a un prix. Tout le monde veut quelque chose. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui ne comprenait toujours pas que ce n'était pas une négociation. Dans son esprit, c'était juste un autre problème qu'elle pouvait résoudre en ajustant mon comportement. Je veux rentrer du travail sans me demander ce que j'ai fait de mal. Je veux regarder la télévision sans commentaire sur mes choix. Je veux faire les courses sans une leçon sur mes sélections. Je veux exister dans ma propre maison sans avoir l'impression d'échouer à un test. D'accord, je peux travailler là-dessus. Je veux une partenaire qui me demande comment s'est passée ma journée parce qu'elle s'en soucie, pas parce qu'elle cherche des munitions. Je veux quelqu'un qui admet quand elle a tort au lieu d'expliquer pourquoi elle a en fait raison. Je veux compter dans mon propre mariage. Son visage devenait rouge. Je te demande comment s'est passée ta journée. Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée et écouté la réponse sans que ça ne devienne quelque chose à propos de toi? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. C'est bien ce que je pensais. C'est impossible. A-t-elle explosé? Tu me demandes d'être une personne complètement différente. Non, je ne te demande d'être rien du tout. Je te dis que j'en ai fini d'essayer d'être la personne que tu as besoin que je sois. Elle s'est levée et a recommencé à faire les 100 pas. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Le mariage, c'est du travail. On ne démissionne pas quand les choses deviennent difficiles. J'ai travaillé pendant 3 ans. Tu t'es plainte pendant 3 ans. Ce n'est pas la même chose. Je ne me plaignais pas. Je communiquais mes besoins.
Tes besoins étaient que je sois quelqu'un d'autre. Elle s'est retournée pour me faire face. Et tes besoins étaient que j'accepte tout et que je ne parle jamais des problèmes. Mes besoins étaient de sentir que ma femme m'aimait vraiment. Cela l'a arrêté net. Bien sûr que je t'aime. Vraiment? Nomme une chose que tu aimes chez moi qui n'est pas ce que je fais pour toi. Une autre longue pause. Tu es. Tu es fiable. Je suis fiable. Comme une machine à laver. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que tu es. Elle a cherché ses mots. Tu es stable. Tu es là quand j'ai besoin de toi. Quand tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu aimes que je paie la moitié des factures, que je répare les choses quand elles se cassent, et que je ne me plaigne pas quand tu dépenses de l'argent que nous n'avons pas. Tu aimes ce que je fournis, pas qui je suis. Elle s'est rassise, dégonflée. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi quelque chose sur ma personnalité que tu apprécies vraiment. Quelque chose sur qui je suis quand je ne te suis pas utile. J'ai attendu. Elle a fixé la table. Tu vois, ai-je dit doucement. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu aimes l'idée d'être marié, et je suis pratique pour ça. Je t'aime. Tu aimes la sécurité que je fournis. Il y a une différence. Elle a alors commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration. Le genre de larmes qu'elle pleurait quand elle ne pouvait pas contrôler une situation. Ce n'est pas comme ça que les mariages sont censés se terminer, a-t-elle dit entre deux sanglots. Non, ils sont censés se terminer quand une personne réalise qu'elle mérite mieux que d'être tolérée. Je ne fais pas que te tolérer. Qu'est-ce que tu fais alors? Elle s'est mouchée. J'essaie de t'aider à être meilleur. Et voilà. Tu penses que j'ai besoin d'être meilleur. Tu penses que je suis un projet, pas une personne. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Tout le monde a besoin de s'améliorer. Peut-être. Mais la personne que tu épouses devrait être quelqu'un que tu aimes déjà, pas quelqu'un que tu espères finir par aimer s'il change suffisamment. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales du mardi matin. Travail, café, embouteillage, des problèmes simples avec des solutions simples. J'ai appelé ma mère, a-t-elle dit doucement. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu traverses probablement une crise de la quarantaine. Je me suis retourné vers elle. J'ai 31 ans. Elle a dit que les hommes paniquent parfois quand ils se sentent piégés. Je ne panique pas. Je ne suis pas piégé. J'en ai fini. La différence, c'est que la panique est émotionnelle. Ceci est logique. Elle a froissé son bloc-notes. Alors c'est tout. 3 ans jetés à la poubelle parce que tu as décidé que je ne suis pas assez parfaite. 3 ans jetés à la poubelle parce que tu as décidé que je n'étais pas assez parfait et que j'ai finalement été d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu avais raison. Nous ne sommes pas compatibles. Tu as besoin de quelqu'un qui aime être constamment évalué et amélioré. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Elle est restée assise là un long moment, puis a rassemblé les papiers du divorce. Très bien, a-t-elle dit en se levant. Si c'est ce que tu veux vraiment, je ne me battrai pas. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. Je n'attends plus rien de toi. C'est tout l'intérêt. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je vais rester chez Rachel pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes. Ça semble être un bon plan. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu sais que tu fais une erreur, n'est-ce pas? Tu laisses tomber quelqu'un qui se souciait vraiment de nous améliorer. Non, ai-je dit. Je m'éloigne de quelqu'un qui se souciait de me rendre différent. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Je suis resté dans le silence soudain de ma maison. Ma maison à nouveau, pas notre espace, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pas le calme temporaire qui venait de l'évitement des conflits, mais une paix réelle. Celle qui vient d'une décision difficile prise en sachant que c'était la bonne. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon ami de l'université. Comment ça s'est passé? J'ai répondu. C'est fini. Elle est partie.
Comment tu te sens? J'ai regardé autour de moi, dans mon salon où je pouvais enfin mettre mes pieds sur la table basse sans jugement. Dans ma cuisine, où je pouvais manger ce que je voulais sans commentaire. Dans ma vie, qui était de nouveau la mienne. Libre, ai-je tapé. Je me sens libre. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle a gardé la voiture. J'ai gardé la maison. Elle a pris la moitié des économies. J'ai pris toute la tranquillité d'esprit. Elle est fiancée à Derek maintenant, apparemment. J'ai appris par des amis communs qu'elle l'aide à atteindre son potentiel. Bonne chance à lui. Quant à moi, j'ai appris quelque chose de précieux de ce voyage entre filles qu'elle a fait. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est de s'en éloigner assez longtemps pour réaliser que ce n'est pas votre problème à résoudre. Elle avait raison sur une chose. J'ai bien réfléchi à mes erreurs pendant son absence, et ensuite, je les ai corrigées.